Bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir parmi nous. Merci beaucoup pour votre présence. On n'est pas très nombreux, donc on va faire ça de façon très détendue, très tranquille. Moi, je suis Stéphane Crène, je travaille pour une organisation qui s'appelle GS1 France. Et on va parler de l'initiative qu'on développe depuis 2 ans autour de l'émergence des standards qui vont être essentiels à la réduction de l'impact environnemental des emballages. Et je suis accompagné de Florent Gras de Pellenkeste qui va prendre la parole sur un des sujets qui nous occupe au sein de cette initiative. On a une conférence qui est prévue sur 45 minutes, on va y aller tranquillement. En ce qui concerne mon organisation GS1, qui n'est pas une organisation particulièrement célèbre et médiatique, ceci étant dit, on a une présence à peu près partout dans le monde et tout le monde nous connaît, parfois sans le savoir, parce que ce qu'il y a derrière ce code barre sur les produits de grande consommation, c'est d'abord un code de 13 chiffres qui s'appelle le GTIN, le Global Trade Item Number, et qui est présent sur toute la planète et qui est en fait une sorte de face immergée d'un ensemble de standards qui façonnent une structure technologique qui sert à élever le niveau d'interconnexion des différentes parties prenantes dans les supply chains. Je parle de supply chain parce qu'évidemment, GS1 existe depuis 50 ans. Notre prisme de départ, c'est l'économie linéaire, la supply chain, les maillons les uns après les autres qui se doivent de communiquer de l'information sur la circulation des produits. Et de plus en plus, mon organisation en France et à travers le monde essaye de s'intégrer finalement aux dynamiques circulaires et œuvrer à notre place pour outiller l'économie circulaire d'un certain nombre de standards qui vont faciliter la mise en place de modèles circulaires à travers le monde. Alors, on parle de standards beaucoup dès lors qu'on parle d'économie circulaire et les uns et les autres, on ne parle pas toujours de la même chose quand on évoque le terme standard. Donc, je vais essayer de définir d'abord ce qu'on entend nous par standard. Nous, on parle de dispositifs techniques qui ont vocation à être ouverts, interopérables, à bas coût et qui sont donc aptes à être portés à très grande échelle. Donc, le métier de GS1, c'est vraiment de trouver les consensus techniques au plan international pour être capable de déployer tout azimut ces dispositifs techniques de façon à permettre l'interopérabilité entre les différentes parties prenantes. Derrière ce code barre, depuis des décennies, on a un ensemble de standards qui cherchent à élever le niveau d'interopérabilité des entreprises entre elles. Par exemple, un des grands sujets de GS1, je vous le dis pour vous donner un exemple, parce qu'on pourrait y passer des heures, c'est de fluidifier la circulation de l'information produit. Donc on met un produit sur le marché, un produit alimentaire ou un produit non alimentaire. Ce produit, on l'accompagne d'un certain nombre de caractéristiques produits, des dizaines, voire des centaines, voire encore plus d'informations avec du multimédia, des images, des vidéos, etc. Et on fait en sorte que cette information-là, elle soit le plus fluide possible pour finalement parvenir à qui de droit et qu'il y ait toujours une logique de synchronisation sur ces données entre celui qui produit ces données et celui qui les exploite à des fins commerciales à l'autre bout de la chaîne, en général le distributeur ou la marketplace, etc. Donc ça, c'est un des enjeux chez GS1, de faire en sorte que l'information produit soit la plus fluide, la plus ouverte possible. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux autour des données chez GS1. En ce qui concerne la structure française de GS1, on a pris le virage il y a un peu plus de 2 ans de l'économie circulaire. On a développé plusieurs initiatives. Une initiative qui consiste à essayer d'élever la durabilité des produits en ce qui concerne les produits qui ont une vie assez longue, de type les produits électroménagers, les produits textiles, etc. Donc on va essayer de favoriser à travers l'interconnexion des systèmes la réparabilité des produits pour davantage réparer et jeter moins, pour améliorer aussi les contextes dans lesquels on opère la vente de seconde main, etc. On a une deuxième initiative autour du monde agroalimentaire et agricole pour avoir une alimentation plus durable. Et la troisième initiative, c'est Impact. C'est vraiment une initiative qui est dédiée à la circularité des emballages. Alors, pourquoi Impact? D'abord parce que qui dit économie circulaire dit changement de modèle. Qui dit changement de modèle dit d'une certaine façon une intensification de la collaboration. Donc il faut personne en matière d'économie circulaire peut se prévaloir d'avoir la solution en propre. Il faut forcément, avec son écosystème, penser les nouveaux modèles. Et donc, il y a vraiment une intensification de la collaboration qu'on voit tout azimut, qui est du côté de l'emballage porté par différentes parties prenantes, dont les éco-organismes, dont un certain nombre d'acteurs du monde du conseil qui montent des coalitions pour essayer de déverrouiller des sujets. De temps en temps, cette
collaboration, elle doit porter sur des dispositifs techniques. Il n'y a pas que des questions de modèle d'affaires, de processus, etc. Il y a aussi des questions de technologie. Et souvent, ces technologies, si on veut les porter à l'échelle, il faut les standardiser. Et ça, c'est le rôle d'Impact. Donc, lancé depuis 2 ans, ce sera l'occasion, lors de cette petite conférence, de faire un petit point d'étape avec vous. Voilà globalement le périmètre de travail qui est le nôtre au sein d'Impact. Donc Impact, ce n'est pas GS1 France. Ce qui est important de voir, c'est que c'est GS1 France avec l'écosystème de l'emballage. GS1 France, c'est 50 000 entreprises qui sont adhérentes. Donc c'est beaucoup de monde et beaucoup de parties prenantes différentes. Donc on essaye de coaliser un maximum les gens. D'abord pour définir des priorités d'action ensemble. Et ensuite, on a plusieurs typologie d'action à notre répertoire. On peut monter des coalitions au niveau français, on peut monter des coalitions au niveau européen, on peut mener des groupes de travail qui ont vocation à produire du standard, on peut faire de l'innovation et on fait aussi des fois des actions qui sont purement des actions d'influence pour alimenter le débat public en idées qui nous semblent pertinentes. Bref, donc Impact, c'est une diversité d'actions, c'est beaucoup de monde, et c'est ces thématiques qui apparaissent à l'écran. D'abord, on a un enjeu, on va dire, fondamental qui consiste à accélérer la digitalisation de l'emballage, c'est-à-dire faire en sorte qu'un maximum d'acteurs soient en capacité de produire des données sur les caractéristiques des emballages et faire en sorte, un peu à l'image de ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'information produit, que ces données, elles puissent finalement avoir un cycle de vie le plus efficace possible et finalement aller nourrir un certain nombre d'applications, un certain nombre de parties prenantes lorsqu'elles sont nécessaires. On verra avec Florent tout à l'heure à quoi ça peut servir des données emballage pour améliorer le tri et la recyclabilité des déchets d'emballage. Mais c'est vraiment un enjeu socle qui va servir à plein de domaines. Peut-être que le domaine le plus évident à court terme, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser des données pour automatiser la déclaration des mises en marché auprès des éco-organismes. Vous savez qu'il y a beaucoup de discussions en Europe pour essayer d'harmoniser la façon dont on s'adresse à Citeo pour déclarer en France et qu'on s'adresse aux équivalents de Citeo pour déclarer ailleurs en Europe. Il y a vraiment un enjeu de digitalisation de ces données-là, d'abaisser le niveau de travail bureaucratique et de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'harmonisation entre les différents éco-organismes à travers l'Europe. Bon, voilà, ça c'est un enjeu socle, on va dire. Et au-delà de ça, on a un enjeu pour accélérer le réemploi des emballages ménagers en produisant ensemble un modèle de traçabilité des emballages ménagers réemployables. On a 2 types d'actions, mais que je détaillerai tout à l'heure du côté des emballages professionnels. On a un enjeu sur le tri industriel des déchets d'emballage et leur recyclabilité. Et on a un sujet qui est plutôt un sujet d'influence autour de la crédibilisation d'une perspective qui nous plaît beaucoup, celle qui consisterait demain à pouvoir déconsigner des emballages, soit des emballages à usage unique, soit des emballages réemployables, à travers des applications sur le téléphone mobile, c'est-à-dire sans nécessairement avoir besoin d'automates bourrés d'informatique, d'électronique et de connectivité, bref, d'avoir beaucoup plus de lieux de collecte pour pouvoir déposer, restituer un emballage qui est consigné. Bon, ça c'est le périmètre applicatif d'Impact. On n'aura pas le temps de tout balayer cet après-midi, donc de façon complètement arbitraire, je vous propose ce programme. D'abord, on fait le point sur la question des emballages ménagers réemployables et de la nécessité de développer un modèle de traçabilité unifié. Florent évoquera les travaux conjoints menés pour essayer de faire sortir de terre une nouvelle technologie pour marquer les déchets d'emballage, pour marquer les emballages de façon à être capable de mieux les trier. Et puis enfin, je reprendrai la parole pour évoquer cette nouvelle REP sur les emballages professionnels qui est annoncé pour le début de l'année 2026. Voilà, donc si le programme vous va, on continue gentiment. Alors j'en ai parlé ce matin, il y avait déjà une conférence dans le cadre des assises du réemploi et je ne sais pas si parmi vous des gens ont assisté à la conférence ce matin. Si ce n'est pas le cas, pas besoin d'accélérer. Donc je disais tout à l'heure qu'un des métiers de GS1, c'était de produire du consensus technique et de produire des standards à l'échelle internationale. Et en fait, on a un deuxième volet dans notre travail, c'est de faire en sorte qu'au plan local, c'est-à-dire au plan national, les entreprises se coalisent et se mettent d'accord sur l'implémentation de ces standards pour aller produire de la valeur économique ou de la valeur environnementale. Chez Impact, on est d'abord focalisé sur la valeur environnementale, mais on n'oublie pas évidemment la valeur économique.
Et donc, on a créé un groupe de travail qui a vocation à produire un modèle de traçabilité unifié. La façon dont on va suivre les emballages réemployables, c'est très important pour créer de la performance. Et ce groupe, évidemment, il va pas travailler ex nihilo. Il a déjà, finalement, dans son écosystème, dans son répertoire, un ensemble de standards GS1 qui sont déjà définis au plan international et dont un certain nombre d'acteurs du marché français ou du marché européen peuvent se prévaloir, comme le slide derrière moi montre 3 exemples. J'ai entouré en rouge le nom de ces standards. Donc, comptez pas sur GS1 pour rendre le réemploi plus poétique. Parce que nous, on parle de GRES, on parle de PCIS, on parle de QR code. C'est moyennement sexy comme terme. Mais disons qu'à travers ces 3 exemples, on a un peu, on va dire, les 3 niveaux de standards qui sont usuels chez GS1. Le GRES, c'est la question du code. Comment est-ce qu'on va codifier de façon non ambiguë, comment est-ce qu'on va délivrer des identités universelles aux emballages réemployables. Donc, il y a un code qui existe, qui est déjà largement déployé dans le monde des emballages professionnels et qui du coup arrive aujourd'hui dans le monde des emballages domestiques, le fameux GRES. Donc GRES, ça veut dire Global Reusable Asset Identifier. On a le QR code qui est en fait la technologie pour supporter ces codes. Donc GS1 n'a pas inventé le QR code, mais a repris la technologie du QR code et l'a d'une certaine façon adapté à sa sauce de façon à avoir des QR codes les plus ouverts possibles et qui soient en mesure finalement de proposer un ensemble de services B2C et B2B en accès à travers le flashage de ces QR codes. Et on a peut-être le nerf de la guerre, ce qu'on appelle le PCIS, qui est ni plus ni moins qu'un protocole numérique pour interconnecter des systèmes de traçabilité indépendants. Donc c'est évidemment des dispositifs qui sont très importants dès lors qu'on parle de boucle de réemploi. On va avoir beaucoup de parties prenantes, beaucoup de systèmes de traçabilité, et il faut les faire cohabiter dans un écosystème cohérent. Tout ça pour dire qu'on a déjà des solutions technologiques qui existent. Du coup, vous allez me dire à quoi ça sert de faire un groupe de travail en France. C'est qu'en fait, comme il y a beaucoup d'alternatives possibles, il faut choisir parmi ces alternatives. Je me suis un peu éloigné de mon slide, mais du coup, on va revenir sur pourquoi c'est important, si on veut réussir le déploiement du réemploi, de s'entendre sur un modèle de traçabilité. C'est important parce que la traçabilité, ça a à voir avec les principales conditions de succès du passage à l'échelle du réemploi. D'abord, ça a à voir avec la performance économique et environnementale du réemploi. La traçabilité, c'est la visibilité sur les flux. Le réemploi, ce sont des emballages qui circulent. Si on a des flux qui sont performants, si on a des flux qui sont massifiés, si on a des flux qui sont rapides, c'est-à-dire en évitant d'avoir des stocks dormants un peu dans toute la boucle, alors on aura une efficacité économique et alors on aura une efficacité environnementale. Si on n'a pas la donnée pour piloter ces flux, on n'aura pas d'efficacité. Donc la traçabilité, la première dimension, c'est vraiment d'aller chercher de la performance économique et environnementale. La deuxième chose, c'est que la traçabilité, c'est essentiel pour un certain nombre d'éléments de sécurité. D'abord, on pense à la sécurité sanitaire. C'est souvent à ce thème-là qu'on associe la traçabilité. Mais en l'occurrence, il y a d'autres enjeux de sécurité. Il y a des sécurités par rapport à la gestion de la consigne, éviter les fraudes, notamment les fraudes massives. Je ne sais pas si certains ici le savent, mais en Allemagne, ils sont en proie à de graves difficultés parce que des mafias se mettent en place pour, à échelle industrielle, générer des faux emballages restitués et donc aller gratter quelques millions d'euros sur l'équation économique du réemploi. Et le troisième élément, qui est peut-être le moins intuitif, c'est que la traçabilité, ça a à voir aussi avec l'adhésion du consommateur. Pourquoi est-ce que ça a à voir avec l'adhésion du consommateur? Parce que les consommateurs, ils vont être à la fois clients chez Carrefour, clients chez Sephora, clients chez McDo, et que la traçabilité, ça a à voir avec les modalités concrètes, pratiques de retour qu'on va proposer aux consommateurs. Et si on a des modalités trop différentes d'un monde de consommation à un autre monde, on aura quelque chose de trop éclaté et pas suffisamment de lisibilité et pas suffisamment d'efficacité dans le fait d'embarquer les consommateurs. Et également, les modalités de traçabilité, ça a à voir avec les informations qu'on va être capable de délivrer au consommateur pour lui expliquer, par exemple, le montant de la consigne de son emballage, mais surtout les lieux où il peut le restituer. Donc c'est très important que, de façon cross-sectorielle, on ait des modalités de traçabilité qui soient les plus homogènes possibles. Donc on a un groupe de travail en France qui travaille là-dessus. On a un focus qui est B2C, c'est-à-dire les emballages domestiques. On a une velléité de faire travailler les secteurs les uns avec les autres, alors que
aujourd'hui, quand on regarde les projets de réemploi, les principaux projets emblématiques, ce sont des projets qui sont soit focalisés sur l'alimentaire grande distribution, soit focalisés sur la parfumerie, soit la cosmétique, soit le e-commerce, etc. Nous, on va chercher à créer de l'horizontalité entre toutes ces initiatives pour que toutes ces initiatives adoptent des principes de traçabilité en commun. Et on a pris l'optique qui est très structurante que de permettre une traçabilité cycle de vie. Une traçabilité cycle de vie, ça s'oppose à une autre forme de traçabilité qu'on appelle quantitative. On va chercher à faire autre chose que simplement compter les volumes d'emballage en circulation. On va essayer de singulariser chacun des emballages qui circulent de façon à avoir des outils de gestion de la performance beaucoup plus fins. Et on détaillera tout à l'heure ce que ça fait que d'avoir cette capacité d'identifier unitairement chaque emballage, ce qu'on appelle la sérialisation, le fait d'appliquer des numéros de série sur chaque emballage. Et puis, on a décidé d'avoir une approche séquencée, donc de ne pas avoir tous les standards prêts pour être publiés, mais de les publier au fil de l'eau, de façon à être capable d'alimenter le marché français avec une grande réactivité et de fournir les premiers éléments de consensus le plus vite possible. Bon, voilà, ça c'est un des sujets qui est au cœur des discussions qui sont en cours dans le groupe de travail, c'est est-ce qu'on applique la sérialisation à tous les types d'emballages réemployables? Et ce slide vise à alimenter en quelque sorte la réflexion en donnant un peu les avantages de la sérialisation. Et je ne vais pas énumérer tous ces arguments et tous ces points parce que ça nous emmènerait trop loin, mais je vais simplement en citer quelques-uns. On sait qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup des emballages en verre au niveau du réemploi et on sait qu'il y a des enjeux à intégrer d'autres matériaux, et notamment des emballages en plastique, parce que les emballages en plastique ont plein de défauts, mais aussi plein de qualités. Ils sont notamment plus légers. Et quand on se projette vers 10% d'emballage réemployable dans le caddie, dans le sac de course, etc., le verre réemployable, c'est particulièrement lourd et donc peu pratique. Et donc, c'est quand même intéressant que pour un certain nombre d'emballages, on puisse avoir la capacité d'avoir du plastique. Or, qui dit plastique, dit avoir la capacité de maîtriser parfaitement le nombre de cycles de chacun des emballages. Parce que pour certains emballages plastiques, il va falloir les écarter après un nombre défini de cycles. S'il est prévu pour faire 15 cycles, il ne faut pas qu'il en fasse 25, sinon ça peut poser des problèmes sanitaires. Et si on veut pouvoir compter les cycles, alors il faut que l'emballage ait une identification qui soit unique pour qu'on puisse compter les cycles afférents à un emballage en particulier. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple qu'on voit sur la photo, là vous voyez que c'est un point de collecte pour des emballages réemployables. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas de connectivité. Parce que l'idée, c'est de faire peser l'intelligence de la déconsignation par le smartphone du consommateur. Et pour faire ça, il faut qu'on puisse avoir des numéros uniques pour empêcher qu'un même emballage soit déconsigné 2 fois dans un même cycle. Et donc ça, c'est très important parce que si on n'a pas de sérialisation, alors on n'utilisera pas son smartphone, alors on va utiliser des RVM uniquement, des machines bourrées d'électronique et d'informatique qui coûtent assez cher, qu'on ne va pas pouvoir mettre partout. Ça veut dire qu'on ne va pas mailler le territoire de façon à simplifier la vie du consommateur. Donc si on veut pouvoir mettre des points de collecte partout, peut-être même dans les espaces semi-privés comme les immeubles d'habitat collectif, alors on va avoir besoin de sérialiser les emballages pour permettre une plus grande, un meilleur maillage du territoire. Simplement pour vous dire qu'on a un groupe de travail qui a un calendrier extrêmement ambitieux et donc l'idée c'est d'arriver à l'été 2026 avec un premier niveau de consensus sur la question des codes, la question des technologies pour supporter ces codes et tout ce qui a à voir avec le marquage des emballages, que ce soit des emballages en verre, que ce soit des emballages en plastique, en céramique comme on vient de le voir, etc. Il faut qu'on ait des réponses à tous les cas de figure. Donc voilà, pour cette première thématique, on vous a donné un aperçu relativement restreint parce que le groupe étant en cours, on n'a pas les conclusions du groupe, etc. Et donc pour finalement avoir plus de détails sur le contenu des travaux, il faut faire partie du groupe. Donc si vous êtes vous-même engagé dans l'essor du réemploi, si vous êtes convaincu que le consensus sur la traçabilité c'est important, laissez pas faire le travail aux autres et venez vous intégrer dans ces travaux, rejoignez-nous. Voilà. Deuxième sujet, c'est pour Florent. Autour du tri industriel et autour de cette idée, qui est d'ailleurs plus qu'une idée désormais, d'invisibiliser les codes barres. Merci Stéphane. Bien, bonjour à tous, donc Florent Gras de la société Pelinck. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai juste 2 slides à vous présenter sur la société pour permettre de voir qui nous sommes. Donc Pelinck, c'est un fabricant français qui conçoit et fabrique des machines de tri. Des fabrications de solutions de tri intelligent et de contrôle qualité
pour le secteur du traitement des déchets et du recyclage. Donc c'est juste, on est à peu plus de 300 personnes maintenant, on a un peu plus de 3000 installés en fait dans le monde, avec une présence très internationale. On a plus de 70% de nos machines qui sont à l'étranger, et une forte présence française puisque nous sommes basés à Aix-en-Provence, à côté, d'où partent toutes nos machines. Donc présence en France, présence également en fait aux États-Unis avec des filiales, au Japon et en Australie. Il faut savoir que chacune de ces filiales, ainsi que le siège, est équipée d'un centre de démonstration. L'intérêt, c'est pour nos clients qui puissent venir avec leur flux. Donc nos clients, ça va être les opérateurs qui reçoivent en fait la matière à recycler et qui va pouvoir faire des essais en fait dans nos centres de démonstration pour pouvoir leur assurer en fait la meilleure performance au niveau des machines. Et aussi, ces centres de démo sont aussi adaptés en fait pour l'éco-design, c'est-à-dire que de temps en temps, on a des metteurs en marché qui vont venir nous voir, qui veulent mettre une nouvelle étiquette, un nouvel emballage et voir comment ils se comportent en fait sur les lignes de tri. Donc, on a cette possibilité aussi d'accueillir en fait les metteurs sur marché en fait au travers de ces centres de démo. Maintenant, notre métier de base, la technologie de base, c'est le proche infrarouge. Le proche infrarouge, c'est de faire circuler la matière sur des convoyeurs à haute vitesse, entre 3 et 4 secondes et demie, 4,5 mètres par seconde, pardon. Et justement de pouvoir ensuite trier, d'identifier au travers d'un jeu de lumière et de la spectrométrie, de pouvoir identifier en fait à la molécule le produit. Est-ce que c'est du PET? Est-ce que c'est du HDPE? Est-ce que c'est du LLDPE? On est capable d'affiner à haute vitesse en fait ce type de tri au travers des machines. Donc maintenant, ce que je disais, notre but c'est de supporter la circularité, donc c'est toujours d'avoir des machines qui soient de plus en plus performantes. Et c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de Pelin. Et bon, là, c'est des exemples en fait de machines que nous mettons chez nos clients. Le but de ces machines, c'est justement de pouvoir apporter une pureté maximale. Juste pour donner une idée, je parlais du PET tout à l'heure, le PET transparent azuré. Le but, après plusieurs passages, c'est d'arriver à 99% de pureté pour pouvoir le faire circuler la matière, le PET, à nouveau dans les emballages alimentaires, boissons. Ça va être également le côté d'éviter les pertes pour justement garder cette performance au niveau de la circularité des matières. Ça va être également en fait d'avoir un coût d'opération qui soit le plus faible possible. Donc là, le travail au niveau de Pelin, ça va être travailler sur l'énergie, en fait, d'avoir une machine qui soit la moins consommatrice possible. Ça va être aussi de pouvoir avoir des machines qui soient upgradables, etc., en fonction des technologies qui arrivent, et d'où notre échange aujourd'hui avec Stéphane. Donc, et aussi, ce qui est important, c'est que tout ça, en fait, c'est connecté. Donc, toutes les machines nous donnent pas mal de données pour permettre d'agir, en fait, au niveau des performances des machines. Donc, par rapport au sujet qui nous intéresse, où en est-on au niveau du recyclage, en fait, et encore vu d'un fournisseur, en fait, de machines, de solutions de tri, il y a quelques emballages qui sont circulaires. Alors là, on a pris l'exemple, le PET est relativement bien recyclé. On arrive, en fait, à fournir, en fait, et à fermer la boucle au niveau du PET transparent et azuré. On arrive également à faire la même chose avec le HDPE, tout ce qui est en fait laitier. C'est plutôt en Angleterre que c'est réutilisé en fait dans la boucle au niveau circulaire. Aussi sur tout ce qui est film post-industriel, là, en fait, qui sont translucides, qui vont pouvoir aussi être regranulés, etc., retraités pour refaire du film plastique. Par contre, pour le reste, la majorité en fait, des matériaux vont être déclassés. Alors, c'est toujours important, c'est quand même recyclé. Par contre, ils ne sont pas réutilisés en fait, avec les mêmes propriétés initiales. Donc on va retrouver ici le PET en fait, coloré. Alors pas tous les colorés, mais un certain nombre de colorés en fait, au niveau du PET. On va retrouver ça aussi, tout ce qui est barquettes PET, qui ne vont pas être retournés en fait, dans l'alimentaire au niveau en barquette. Les PP, PE rigides et également tout ce qui est film coloré. Donc derrière, en plus, pour permettre justement d'améliorer cette circularité, il y a la réglementation qui arrive, ce qui est plutôt bénéfique justement, qui va nécessiter en fait une obligation en termes d'incorporation de matières recyclées dans l'ensemble des emballages. Donc il va être différencié en fonction de la matière, en fonction de l'utilisation, que ce soit pour le PET, que ce soit pour les autres plastiques, avec des pourcentages différents. Mais ce qui est important, en fait, ce que ça veut dire derrière, ça veut dire qu'on aura besoin de plus de matières recyclées. Donc il va falloir être encore plus performant au niveau des matières qu'on va devoir apporter sur le marché pour pouvoir justement répondre à ces besoins-là qui vont augmenter en fait, sur les 15 prochaines années. Donc, ça peut se faire de plusieurs manières. Déjà simplifier en fait, les emballages. Donc là, on parlait d'éco-conception. Donc, il y a beaucoup de travaux en cours en fait, pour essayer ce soit des emballages monomatières, essayer d'alléger en fait, le packaging. Ça va être aussi un changement majeur qui va être nécessaire de notre côté au niveau des machines pour recycler un maximum les différentes matières.
Et donc c'est pour ça qu'il est important en fait, et qu'on parle de tri maintenant secondaire, c'est-à-dire que c'est pas le tri primaire, ça va être de séparer les différentes matières, et après un tri secondaire pour apporter plus de granularité et plus de détails sur la matière à récupérer. Donc ça permet justement d'orienter vers de nouvelles voies de recyclage. Juste quelques exemples en fait, pour illustrer en fait, ce que j'entends par tri secondaire. Aujourd'hui, on est capable de trier, j'ai pris l'exemple du PET, ok, ça va repartir vers la bouteille, on peut l'identifier en fait, au niveau de la technologie spectrométrale, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on va devoir aller un peu plus en détail, est-ce que c'est un packaging qui est alimentaire, non alimentaire? Le spectro ne va pas pouvoir nous le donner, cette information. Donc il va falloir apporter de nouvelles technologies pour y arriver. De la même manière, est-ce que c'est une impression en surface ou pas? Donc si c'est une impression en surface, on peut le traiter avec le désancrage. Donc c'est important de le savoir, plutôt que le déclasser, de pouvoir créer une filière spécifique pour pouvoir en fait, réutiliser en fait, un maximum de matière. L'exemple du multicouche aussi, à ce moment-là, on l'orientera vers une technologie de recyclage de délamination et ensuite de désancrage. Coloré dans la masse, c'est de la dissolution, donc qui est plutôt une technologie de recyclage physique et pas chimique et non plus mécanique. Et ensuite, en fonction de la viscosité, on sait très bien que l'index en fait, de fluidité va être différent entre l'extrusion et l'injection. Donc là, on est capable, avec une grande granularité, en fait, de pouvoir séparer ces différents grades. Donc derrière, juste pour dire, cette partie-là, on est capable d'apporter une partie des réponses au travers du NIR, qui est notre technologie de base. Après, il y en a d'autres couches technologiques qui peuvent être apportées en fait, pour justement apporter plus de granularité. Il y en a une qui est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est tout à fait capable, si vous voulez, notre spectro il va nous dire cette bouteille, c'est du PET. Par contre, savoir si elle était utilisée pour de l'alimentaire ou du non-alimentaire, c'est beaucoup plus compliqué. Le NIR ne va pas pouvoir nous le donner. Donc là, à ce moment-là, on rajoute une couche d'intelligence artificielle. La technologie aussi via une caméra et on va ensuite entraîner un modèle de manière à savoir tel produit, telle forme correspond en fait à un produit qui est non alimentaire pour éviter justement de pouvoir le trier avec les autres emballages alimentaires et pour avoir une réelle séparation entre les différentes utilisations. Donc ça, c'est permis par l'intelligence artificielle sur les produits rigides. Maintenant, des flexibles, il y a beaucoup aussi de flexibles en fait, qui sont recyclés. Et là, on a atteint une limite sur l'intelligence artificielle puisqu'on n'est pas capable. Il faut imaginer en fait le flexible qui va arriver sur un convoyeur, il va être en boule. On ne va pas être capable de reconnaître ne serait-ce que la couleur ou la forme qui va être très variable en fonction de l'état d'arrivée en fait, sur le tapis, sur le convoyeur, chez l'opérateur. Donc là, la problématique va se trouver au niveau plus des flexibles et ça va être une des limites qu'on va retrouver sur l'intelligence artificielle qui est une solution qu'on propose à notre niveau. Et donc c'est là qu'on pense justement l'intérêt d'avoir des marqueurs. Et l'intérêt des marqueurs, alors ici c'est une des solutions que je vous présente. Il y en a d'autres. Et c'est vrai que c'est la solution de Polita qui est un intervenant en fait, anglais, qui est très important puisqu'il utilise en fait, les standards de GS1. Et Stéphane le disait tout à l'heure, si on veut augmenter en fait, la circularité des matières, il est important de collaborer et d'avoir tout un écosystème. Si on ne dialogue pas ensemble, ça va être un problème. Donc c'est tout l'intérêt de cette solution de Polytag, c'est qu'elle va baser sa technologie sur GS1 au niveau des standards, donc qui pourront être exploités par tout le monde. Il n'y aura pas de limite. Et l'intérêt de cette technologie, il y a deux choses. C'est qu'une technologie de QR code, donc c'est un data matrix sur lequel on va avoir beaucoup d'informations en termes de que ce soit le code barre, mais aussi on pourra inclure d'autres informations. Et je pense aux attributs qui étaient nommés, où ça a été imprimé, de quelle manière en fait, est-ce que ça a été utilisé pour du food, non-food, etc. Et aussi c'est invisible pour le consommateur. C'est un QR code qui est marqué en fait avec une encre phosphorescente qui va être lu en fait sur nos machines au passage du convoyeur, en même temps avec une lumière UV qui va faire apparaître le QR code et va permettre justement de savoir en fonction de nous ce qu'on a décidé, de dire voilà ce qu'on en fait. Est-ce qu'on l'éjecte, est-ce qu'on le garde? Et l'image qui est à votre droite, je décale, mais à votre droite, c'est l'exemple là avec la lumière UV. En fait, on voit apparaître les QR codes, mais par contre, au niveau du client, rien n'est vu. Et aujourd'hui, il y a un programme qui a été fait en fait par Polytag en Angleterre sur tout ce qui est bouteille de lait, qui est déjà en place. Donc, comment ça fonctionne au niveau de la technologie? On a deux. En fait, on va venir coupler la technologie de base, qui est le proche infrarouge, avec cette détection en fait des tags. Et donc, dans un premier temps, la caméra en fait, va pouvoir détecter s'il y a un QR code. S'il n'y a pas de QR code, le NIR prendra le relais pour pouvoir justement dire finalement, même s'il n'a pas de QR code qui sont marqués, je veux quand même le récupérer et je donne un ordre à la machine en fait, pour pouvoir l'orienter là où on veut. De la même manière, si l'objet est souillé en fait, ou avec une étiquette qui est manquante ou
qui est très abîmé. Le NIR pourra prendre le dessus. L'avantage en fait, du NIR, c'est qu'on va pouvoir faire grossir l'image de l'objet et juste appliquer une règle aussi de tri qu'on aura fixée au niveau de la machine. Donc très clairement, le fonctionnement, c'est un peu, ça arrive sur un convoyeur. En fonction de l'analyse et de la recette qu'on a demandé, en fait, qu'on a mis en place sur le site, on va éjecter ou garder en fait la matière en fonction de ce qu'on veut faire de cette matière. Donc, quid en fait de la solution là aujourd'hui, les marqueurs en fait, notamment au travers de la solution en fait et des normes de GS1 en fait, ça serait une solution pour apporter plus de granularité avec la PPWR qui arrive. Justement, l'objectif est vraiment de recycler un maximum de matériaux pour pouvoir apporter en fait les recyclés et le bon pourcentage. C'est aussi une solution qui assure la traçabilité, c'est-à-dire que quand ça passe chez l'opérateur, on aura moyen aussi de savoir ce qui est passé en termes de quantité, en termes de matière, et donc d'avoir aussi de la donnée. C'est aussi une solution compétitive dans le sens où c'est de l'impression. Ce n'est pas un process, c'est un process supplémentaire, mais qui reste en ligne avec l'ensemble des autres. C'est-à-dire que vous allez rajouter une impression supplémentaire dans le flow, mais ça ne remet pas en question ou ce n'est pas un outil supplémentaire à prévoir. Le point le plus important, à mon sens, c'est quand même que c'est une solution ouverte, encore une fois, avec les standards GS1. C'est-à-dire que ça va permettre de stimuler en fait, la circularité et d'avoir plus d'intervenants autour pour travailler sur cette solution et qui est aujourd'hui, pour nous, une solution industrielle qu'on démontre au travers de nos centres. Merci Florent. Donc c'est une excellente illustration de ce qu'on cherche à produire au sein d'Impact. Au point de départ, nous avons une start-up qui s'appelle Polytag qui a eu une très bonne idée, assez basique mais très bonne. Hein. Et si on imprimait des codes barres avec une encre invisible, alors pourquoi invisible d'ailleurs? Je ne suis pas sûr qu'on l'ait suffisamment dit. Parce qu'en fait, évidemment, détecter des codes barres sur des lignes de tri industrielles, c'est des conditions extrêmement dégradées. Hein. On a des produits des déchets d'emballage qui vont assez vite. Ils sont potentiellement déchirés, salis, bref, en mauvais état. Et donc, on a besoin d'en mettre partout des codes barres si on veut pouvoir être capable de les détecter. Et pouvoir les mettre partout, vaut mieux qu'ils soient invisibles, sinon c'est pas terrible pour le marketing du produit. Donc voilà pourquoi ça doit être invisible. Donc le point de départ, c'est une bonne idée. D'une start-up. On a eu besoin ensuite d'un champion industriel français pour raffiner cette technologie et de s'assurer qu'on avait vraiment des performances de détection sur la ligne de tri qui étaient suffisamment élevées pour permettre son industrialisation. Et ensuite, on va avoir besoin finalement ensemble de définir les règles du jeu technique pour faire de cette idée réellement un standard et un standard au moins européen, de façon à ce que un maximum de marques, un maximum de systèmes d'impression, un maximum de systèmes de tri sont en capacité d'exploiter cette technologie pour mieux trier les déchets d'emballage plastique et in fine, c'est quand même ça l'idée, de mieux recycler les déchets d'emballage plastique. Donc ce qu'on cherche, c'est vraiment actionner un levier permettant d'améliorer cet indicateur de performance des REP qui est clé, le taux de recyclage des emballages. Bien, alors nous voici à notre troisième sujet du jour et on va parler de la REP emballage professionnel. Donc c'est une REP qui est non encore existante en France mais qui doit démarrer tout début 2026 et donc qui va être le pendant de ce qu'on connaît avec Citeo et l'Eco pour les emballages ménagers, mais du côté des emballages professionnels. Et nous, par rapport à cette REP, on a deux sujets. Le premier, c'est la question des boîtes qui vont circuler, ou qui circulent déjà, dans le monde de la grande distribution. La grande distribution, c'est quand même un des secteurs prioritaires pour GS1. Et donc, ce qu'on voudrait faire, c'est réussir à inventer avec tout à chacun, avec tout l'écosystème, des standards de boîtes qui permettent finalement d'utiliser les boîtes dès la production des produits et leur empaquetage jusqu'au magasin, de façon à ce qu'il puisse y avoir une réelle boucle circulaire. Et donc, on évite d'utiliser des emballages à usage unique pour opérer le transport et la logistique des produits. Donc on a une première version, une première proposition qui d'abord émane de travaux scientifiques, puis de travaux de GS1 d'abord en Allemagne. Cette boîte, elle s'appelle la GS1 Smartbox et elle a un certain nombre de caractéristiques, comme à peu près toutes les boîtes que vous pouvez trouver dans ce salon. Elle a un poids, une taille, des fonctionnalités. Celle-ci, elle est pliable. Les petits côtés sont rabattables individuellement de façon à faciliter les opérations de picking, de prélèvement logistique, etc.
Mais peut-être sa véritable spécificité par rapport aux autres boîtes qu'on trouve ici, c'est que sa propriété intellectuelle, elle est libre, elle est ouverte, ce qui rend possible que cette boîte puisse être produite par des fabricants de boîtes qui sont aujourd'hui concurrents et qui tous fabriquent leur boîte et pas celle des autres. Donc d'avoir une boîte qui puisse être produite par plusieurs industriels et qui puisse être opérée aussi par plusieurs poolers sur le marché européen. Il faut savoir que la grande distribution aujourd'hui, elle a tenté de mettre des boîtes partout où elle a pu le faire, c'est-à-dire partout où elle avait l'indépendance suffisante, c'est-à-dire dans ses flux internes, ou là où elle avait un rapport de force suffisamment en sa faveur pour imposer ses solutions de bac. Je pense notamment aux filières de produits frais, notamment les fruits et légumes, etc. Mais finalement, dans tout l'espace où il y a une trop grande interdépendance entre industriels et distributeurs, on continue avec l'usage unique. Donc si on veut sortir de l'usage unique pour tout ce qui est produits manufacturés, alors il n'y a pas tellement d'autres solutions que de trouver des réponses communes, des solutions communes. Et ces réponses communes, elles ont à voir avec les caractéristiques physiques des boîtes elles-mêmes. Alors, c'est ce que je disais, la boîte, elle ne vient pas de nulle part. En fait, on y travaille depuis 2012, vous imaginez. D'abord parce qu'on a financé et rejoint un projet européen de recherche qui s'appelait Modulushka et qui a déjà cherché à savoir finalement quels pourraient être des bons compromis en termes de boîtes pour le monde de la grande consommation. On a accompagné des chercheurs qui ont développé toute une théorie autour d'un concept qui s'appelle l'Internet physique. Et l'Internet physique, c'est une vision du monde de la logistique décarbonée. Décarbonée parce qu'on opérerait la logistique comme un réseau global avec des mécanismes qui permettent de généraliser la mutualisation des flux. Mutualiser les flux en logistique, c'est vraiment la clé pour décarboner l'activité logistique. Et donc, il faut qu'on ait des mécanismes pour le faire. Et un des mécanismes, c'est, d'après ces chercheurs qui sont désormais un peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et en Asie, une des préconditions donc, c'est de mettre en boîte les marchandises. Et l'exemple qui est pris à travers la une de Science, c'est notamment le conteneur maritime. Le conteneur maritime, parce qu'il a révolutionné la productivité des opérations portuaires, a complètement déverrouillé le transport maritime et a complètement déverrouillé les flux de marchandises à travers le monde, etc. Donc une boîte, ça peut changer le monde. Le conteneur, c'est d'une certaine façon la boîte de la mondialisation des échanges marchands. Peut-être que la Smartbox, ça sera la boîte de l'économie circulaire. Voilà, une organisation internationale du monde de la distribution a aussi pris une forme de leadership en 2017. Le Consumer Goods Forum réunit les CEO des distributeurs à travers le monde. Ils ont publié des white papers sur l'intérêt de la mise en boîte des marchandises. Et on a GS1 en Allemagne qui a franchi le Rubicon en 2021 en poussant les premiers pilotes et avec ses premiers designs de Smartbox. Donc, on part d'une situation où on a une Smartbox qui circule en Allemagne à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Et on a donc du coup des retours d'expérience et des champions du monde des produits de grande consommation qui témoignent finalement de l'appétence à aller plus loin. Là, on a un exemple avec Procter & Gamble qui, du côté gauche de la slide, montre la situation existante, c'est-à-dire des unités logistiques dans des boîtes en carton à usage unique et à l'intérieur des produits qui sont souvent des produits emballés dans du plastique. Qui du coup est aujourd'hui peu recyclable, même si on espère que les choses vont s'améliorer. L'idée, c'est de basculer vers une situation où on aura, pour le coup, du côté des emballages logistiques, du plastique certes, mais du plastique réemployable, ce qui offre des capacités d'avoir des palettes qui sont beaucoup plus stables, et donc des palettes plus hautes, et donc une meilleure saturation des moyens de transport. Et dans l'exemple ici, on voit que l'idée, c'est de même, en sortie d'usine, de stacker des palettes pour vraiment saturer les moyens de transport au maximum. Et du côté des emballages consommateurs, comme les produits qui résident dans des boîtes finalement sont protégés des effets d'écrasement, d'empilement, parce que c'est les boîtes qui supportent les autres boîtes, et c'est plus les produits eux-mêmes. L'idée, c'est qu'on va avoir un levier de déplastification et de redesign des emballages consommateurs, et donc un levier de déplastification des emballages conso extrêmement puissants. Et donc, on a quelques exemples de ce que pourraient devenir les emballages de Procter & Gamble si on utilisait des boîtes dans la logistique grande distribution. Alors, si je résume, qu'est-ce qu'on cherche d'abord? D'abord, on cherche à fournir une solution par rapport aux objectifs et aux stratégies 3R sur les emballages professionnels dans le secteur de la distribution et des industriels de produits de grande consommation. En France, on a la loi AGEC, on doit être à 10% de taux de réemploi, tout emballage confondu, et donc il faut des solutions pour cela. Encore une fois, si on n'a pas de standard de boîte, on n'aura pas de réemploi en logistique. En tout cas, on ne sera pas capable d'aller beaucoup plus loin que la situation actuelle. Ensuite,
Cette boîte en tant que telle, l'idée, c'est pas simplement de remplacer l'usage unique par du réemploi, mais c'est d'en faire un levier de performance. Performance au niveau de la logistique. D'abord, si on a un pool ouvert, c'est-à-dire si tout le monde utilise les mêmes boîtes, eh ben, on aura des boîtes qui circuleront avec une plus grande efficacité. C'est exactement la même chose que le réemploi du côté des emballages ménagers où on a fait des standards de bouteilles pour le jus d'orange. Si on a des standards, eh ben, on parcourt moins de kilomètres pour les repositionner. Ce que je disais tout à l'heure, des boîtes, ça permet d'avoir des palettes plus stables, plus hautes, et donc une meilleure saturation des moyens de transport, et donc un effet direct sur le CO2 émis par l'activité logistique. Et puis, si on a des boîtes, ça veut dire que quand on paletise de la marchandise, notamment pour livrer des magasins, eh ben, en fait, on paletise sans tenir compte des caractéristiques physiques des produits. Donc, on peut palettiser avec beaucoup plus de productivité. Et ensuite, on peut livrer des palettes qui sont vraiment agencées, organisées de façon à optimiser les opérations de réassort en magasin avec les premiers produits dans la première boîte qui concernent le premier rayon, par exemple. Donc en fait, on s'extrait de tout un tas de considérations physiques qui pénalisent la performance de l'activité logistique. On sait que si jamais on arrive à avoir des boîtes standards, ça veut dire que la marchandise prendra des formes standards et ça veut dire qu'on aura un levier extrêmement puissant pour automatiser tout un tas d'opérations logistiques qu'on ne sait pas automatiser aujourd'hui. Ce qu'on disait au tout départ, c'est que avoir des boîtes, c'est aussi la capacité d'avoir de l'automatisation pour les opérations de rupture de charge. Rupture de charge, c'est décharger, charger un véhicule. On sait que si on veut de la mutualisation, il faut que cette rupture de charge elle soit la plus productive possible et la moins onéreuse possible, notamment en ressources humaines. Et donc le fait d'avoir de la marchandise en boîte, c'est une façon d'être capable d'automatiser cette opération qui est aujourd'hui quand même grandement manuelle. Si on a des boîtes, on a des produits protégés dans les boîtes et donc on a un nouveau levier d'éco-conception et même un levier de déplastification. Et puis c'est aussi très intéressant, c'est que la traçabilité de la boîte va porter la traçabilité du produit et donc il y a tout un tas de manquements, d'insuffisances dans la traçabilité produit qu'on sera capable de corriger avec ces boîtes. Retour d'expérience, encore une fois, de l'expérience allemande par Procter & Gamble, effet direct de la Smartbox. 16% de tonnes kilomètres en moins, 35% d'émissions de CO2 en moins, 80% de palettes bois utilisées en moins, tout simplement parce que tout un tas de palettes bois sont utilisées comme intercalaires entre les cartons. À partir du moment où les boîtes apportent plus de stabilité, on est moins obligé de passer par ces organisations de palettes par couche. Alors, on part de la situation allemande, on veut disséminer partout en Europe et pour ça il faut un véhicule européen. La Commission européenne a validé il y a quelques mois un consortium européen qui s'appelle Ikigai, qui réunit une cinquantaine d'acteurs européens pour déployer la Smartbox, en tout cas la tester dans une pluralité de contextes dans le secteur de la grande distribution. Ce que doit produire Ikigai, c'est un modèle de traçabilité de ces boîtes. Quel type de technologie on veut, sachant qu'il y a beaucoup d'innovations dans les technologies de tracking dès lors qu'on est sur des emballages de cette envergure, de cette taille-là. On a besoin de progresser et d'uniformiser la façon dont on mesure les impacts du réemploi en logistique. Et on va le faire avec des chercheurs. On va être capable de faire des modélisations pour comparer des situations où on aurait une boîte standard, mais plusieurs parcs privés, ou un seul finalement parc ouvert, et regarder un peu qu'est-ce que ça veut dire en termes de performance, et de s'accorder sur des modèles de gouvernance qui, notamment, seraient propriétaires de ces boîtes et qui auraient quelle responsabilité dans cette chaîne de responsabilité. Donc Ikigai, ça commence à peine. Le kick-off du consortium date de cet été. Mais en tout cas, c'est un projet avec une grande ambition pour essayer de faire passer la démultiplier du côté du réemploi dans la grande distribution. Donc je vous ai parlé du réemploi dans la grande distribution avec le sujet débat qui est encore une fois un sujet assez systémique parce qu'il touche à la performance de la logistique et il touche à la capacité de déplastifier les emballages primaires. Mais la REP emballage pro, c'est une REP qui est beaucoup plus large que ça. On a une grande variété d'emballages qui vont du big bag aux IBC en passant par les fûts, les seaux, les plateaux et j'en passe. Et pour tous ces emballages-là, il y a des objectifs liés à la loi AGEC de basculer du côté du réemploi et de tracer notamment la proportion de ces emballages qui vont être réemployés. Et donc, il faut qu'on ait une posture qui dépasse d'une certaine façon le sujet de la Smartbox, au moins sur l'aspect digital, l'aspect traçabilité, pour accompagner l'essor de cette nouvelle REP.
Alors quelques mots sur la REP, même si ce n'est pas mon métier de vous en parler, mais moi ce qui m'a beaucoup frappé quand je me suis intéressé au sujet, c'est de me rendre compte que finalement quand on regarde le volume des déchets d'emballage en France, eh ben, on a quand même plus de 60% de ces déchets d'emballage qui proviennent du monde professionnel et pas du tout du monde domestique. Donc la REP emballage pro finalement, elle concerne beaucoup plus de tonnage de déchets finaux que la REP emballage ménager. Donc c'est un gros morceau pour améliorer la circularité de nos emballages. Et quand on regarde finalement où on en est aujourd'hui en termes de circularité, de réemploi plutôt, si on regarde du côté du poids des emballages, eh ben, pour le coup on a un chiffre qui est plutôt élogieux. On a 50% finalement du tonnage des emballages qui sont réemployables. Mais par contre quand on descend au niveau de la proportion d'unités qui est réemployable, on a des chiffres qui viennent de sortir produits par l'ADEME et qui montrent qu'on est à peine à plus de 2%. Et encore une fois, objectif LOAGEC, c'est 10% en 2027. Et donc, il faut qu'on fasse des progrès très significatifs et très rapides si on veut donner le change aux décideurs politiques. Donc voilà, donc on a du pain sur la planche. Et pour aider à basculer rapidement du côté du réemploi des emballages professionnels, il y a tout un tas de sujets d'harmonisation. Évidemment, il faut être capable de mettre en place les organisations logistiques idoines. Il faut avoir des dispositifs de traçabilité efficaces. Il faut probablement, pour un certain nombre d'emballages, avoir le même type de considération que celle qu'on a sur la Smart Box, c'est-à-dire d'œuvrer à la compatibilité physique des emballages réemployables. Et là aussi, il va falloir des référentiels, des standards en termes de lavage, de réparation, etc. pour que ça puisse être opéré dans un monde ouvert et que ça puisse être efficace. Nous, évidemment, sur tout ce qui ne concerne pas la boîte dans la grande distribution, on va s'intéresser uniquement à la question de la traçabilité de ces emballages et c'est déjà pas mal. Alors quand on regarde les besoins du marché aujourd'hui en termes de traçabilité, on se rend compte d'une incroyable hétérogénéité. En fait, il y a un peu les deux extrêmes. À la fois, on va avoir des secteurs d'activité qui ne vont pas vouloir faire de traçabilité, ou en tout cas, le peu de traçabilité qui va exister, c'est une traçabilité qui va être, on va dire, à des fins légales de comptage pour être capable de déclarer à la fin de l'année la proportion d'emballage réemployable. Donc on est sur des logiques de traçabilité quantitative et on est sur des logiques de à minima, à gros traits, etc. On va avoir des acteurs qui... comme ça existe beaucoup déjà dans le monde des bacs, vont avoir des logiques de suivi unitaire des bacs plastiques pour avoir des meilleurs outils de pilotage. Et on va avoir des acteurs qui vont opérer à travers la traçabilité des bacs, la traçabilité des produits qui sont contenus. Ce qu'il faut dire au niveau 2, au niveau 3, c'est que la traçabilité des bacs, ça va probablement amener à refonder des outils de pilotage des supply chains dans leur globalité, parce que le fait d'utiliser des emballages réemployables, c'est une excellente occasion pour aller mettre de la technologie, de suivi, GPS, temps réel, etc. Donc on va avoir des outils de supervision des flux qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. En quelque sorte, le réemploi peut être vraiment un levier pour refonder les outils de pilotage des activités supply chain et logistiques. Donc à la fois, on va avoir à un extrême beaucoup de tech pour des raisons qui ne sont pas proprement liées à l'emballage. Et à l'autre extrémité, on va avoir des choses très rustiques qui vont simplement viser un comptage approximatif des emballages réemployables. Et par rapport à cette grande hétérogénéité, et en dehors encore une fois de la question de la Smart Box et de la grande distribution, nous on va au sein d'Impact vouloir se focaliser sur le fait d'avoir sur le marché des outils de traçabilité qui vont se doter des moyens d'être interopérables entre eux. Parce que le réemploi des emballages professionnels passe par de la traçabilité. La traçabilité dans des mondes ouverts, ça veut dire des standards de traçabilité. Il va y avoir encore une fois beaucoup de niveaux technologiques différents qui vont être des choix qui vont être réalisés dans l'écosystème et sur lesquels nous, on n'aura pas les moyens réellement de tenir le stylo. Mais en revanche, ce qu'on sera attaché à faire dans les mois qui viennent, c'est lancer une coalition d'éditeurs de solutions qui vont tous s'entendre sur un socle des moyens minimums d'interopérabilité entre eux. Et probablement que ces moyens, ce sera la façon dont on identifie les emballages réemployables et la façon dont on met en place des interfaces entre nos systèmes de traçabilité pour partager de l'information. Et donc, on va beaucoup s'atteler à lancer une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'éditeurs de solutions sur le marché pour garantir à ceux qui veulent passer au réemploi du côté des emballages pro qu'on a bel et bien des solutions interopérables sur le marché français.